C'est à qui le tour, Sandrine? On va passer donc à la présentation des GT. Donc, encore une fois, je pense que ça va être rapide et il y a quelque on chose va qui sûrement dépasse, être là. frustré par les échanges. Ouais. Emmanuel, si tu peux couper ton micro. C'est capté. Donc, on va passer en revue les GT. Alors, on a voulu faire une session pour cette première journée et pas les séparer en différents ateliers parce qu'il y a certaines personnes qui sont intéressées par ces différents groupes de travail. Donc, ça permet d'avoir une vision globale. Le désavantage, c'est que les discussions risquent d'être plus limitées, mais tant pis, elles seront approfondies pendant des journées techniques. Donc, on va commencer par le premier GT qui concerne la caractérisation, la transformation des matières premières, la mise en œuvre et l'analyse environnementale des matériaux biosourcés. Ça va, Ella? Donc, ça va être... Emmanuel, très bien. Il faut couper ton micro. Emmanuel Keta. Non, même pas. Ouais. Et passe le bonjour à Ella, mais ton micro. C'est ça, exactement. Couper le son, allez. Voilà, c'est fait. Voilà, merci. Donc, on passe la parole à Hélène Lenormand, Vincent Picandet et Thibault Lecomte, qui n'a pas fini. Il prend son café. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. Bon, alors bonjour à tous. Donc, pour le groupe de travail numéro 1 qui est intitulé Caractérisation et transformation des matières premières, mise en œuvre et analyse environnementale. Donc, les animateurs sont Vincent Picandet et Thibault Lecomte de l'Université de Bretagne et moi-même, Hélène Lenormand de l'École d'ingénieurs Uni-la-Salle. Donc, vendredi, vous étiez 56 à être inscrits à ce GT. La plupart d'entre vous étiez issus de laboratoires et d'établissements d'enseignement. Il y avait aussi des entreprises ou fédérations ou cabinets de conseil au nombre de 11 et 5 instituts de représentés. Donc, pour rappel, les objectifs de ce groupe de travail sont de développer des connaissances autour des bioressources, des formulations et des procédés de mise en œuvre, et autour de l'ACV de produits et de systèmes biosourcés. Et puis, dans un deuxième temps, un autre objectif est aussi de développer des écoles d'été, des journées thématiques. Donc, c'est sur ces éléments que nous aimerions que vous participiez afin de recenser les sujets à développer et les besoins en formation que vous auriez. Donc, nous allons, Thibault, Vincent et moi, vous présenter les principaux axes de recherche de ce GT. Puis après, nous vous laisserons la parole pour que vous puissiez réagir et compléter nos interventions. Donc, le premier axe de recherche de ce GT est les bioressources. Donc, quelques éléments de contexte. En fait, si on veut rénover et construire de façon massive en biosourcé, une seule agroressource ne pourra pas suffire. Les 17 000 hectares de chanvre actuels annuels ne suffiront pas. Donc, il faut trouver d'autres sources d'agroressources. Et en France, nous avons de la chance parce qu'on a un territoire très, très agricole et qui présente de nombreuses sortes de cultures, donc comme le lin, le maïs, le tournesol, comme vous pouvez voir sur les photos. Par contre, les zones géographiques et les périodes de récolte de ces cultures ne sont pas toutes identiques. Donc, et en plus, il faut aussi parfois des transformations pour passer de l'agro-ressource, de la culture, aux particules végétales. Ici, en photo, vous avez des photos de particules végétales, donc de la balle de riz, de la paille de colza, de l'écorce de tournesol, etc. Enfin, il y en a d'autres, hein, il y en a bien d'autres à mettre. Donc, certaines de ces agro-ressources, telles que la chènevotte, les anadelins ou la balle de riz, sont déjà disponibles, c'est-à-dire qu'il est possible de s'en procurer facilement. Mais par contre, pour d'autres de ces agro-ressources, le montage de la filière d'approvisionnement est en cours. Ensuite, une fois qu'on a ces particules végétales, il faut les caractériser. Les deux grands domaines de caractérisation physico-chimique des particules végétales sont la biochimie et la microstructure. En fait, on peut considérer en termes de matériaux, on peut considérer nos particules végétales comme des composites très poreux, puisqu'elles sont constituées par un véritable squelette de plusieurs polymères comme les hémicelluloses, les celluloses, les pectines.
Et pour la plupart de ces polymères, ils sont très hydrophiles, donc ça rend une sensibilité très particulière de ces particules vis-à-vis de l'eau. D'où l'étude de la microstructure et de la biochimie qui est à décliner avec l'étude de masse volumique, de granulos, d'absorption, de composition, d'analyse des lexivets, etc. Et puis, un dernier axe concernant les bioressources nous paraît important à développer est la variabilité de ces propriétés. Donc, elle est directement liée à la diversité des particules végétales qui sont par nature très différentes. On peut trouver des moelles, on peut avoir des écorces, des fragments de tiges, des enveloppes de graines. Et puis, donc par nature très différentes. Et puis, il y a d'autres facteurs d'influence de ces propriétés qui sont la localisation de la culture, les conditions de croissance, la maturité du végétal, la transformation que le végétal a pu subir pour le transformer en particules. Donc, tout ceci sont des facteurs intrinsèques au végétal, c'est-à-dire qu'ils interviennent au cours de la production. C'est assez insupportable à la personne qui parle. Oui, c'est difficile. Moyen de couper le micro. Sofiane, tu peux couper le micro, s'il te plaît? Voilà. Allô? Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Ah, pardon. Merci. Pardon. Donc, rapidement, il y a des facteurs intrinsèques au végétal. Je crois qu'il n'est pas coupé. C'est peut-être maintenant. Donc, ce sont des facteurs intrinsèques au végétal, c'est-à-dire qu'ils interviennent au cours de la production du végétal. Mais il y a aussi des facteurs extrinsèques au végétal, c'est-à-dire qui ne participent pas à la production de la particule, qui sont souvent des paramètres de protocole de mesure, donc les paramètres de conductivité thermique, les paramètres de masse volumique, tout ça. Donc, il y a vraiment nécessité de trouver de l'homogénéité dans les protocoles afin de bien caractériser nos particules végétales et de mieux comprendre leur intérêt dans les matériaux biosourcés. Donc, je vais laisser la parole à Vincent pour le deuxième axe de ce GT. Donc oui, bonjour à tous, donc Vincent Picordet. Donc pour la formulation des matériaux, d'abord le cahier des charges, savoir quelles sont les fonctionnalités visées par le matériau. Alors la plupart du temps, c'est du remplissage, mais on peut également, pour ces matériaux, de temps en temps, espérer une participation à la stabilité structurelle. Bon, le bois, on sait depuis longtemps que c'est un matériau de structure à part entière, mais je pense que pour les autres matériaux, on est encore loin de tout ça, mais voir un petit peu quels sont les apports qu'on peut avoir en termes de mécanique. Voilà. Et puis, bien sûr, en termes d'isolation, puisque c'est du remplissage, hein, quel est le cahier des charges en matière d'isolation thermique, phonique également, en matière de perméabilité à l'air, on parlait d'étanchéité à l'air des bâtiments et de perméabilité à la vapeur d'eau également. Mais bon, ça, c'est un aspect qui sera plus développé dans le GT2. Et puis, un autre aspect très important, c'est la technique de mise en œuvre, qui là va induire effectivement un cahier des charges au niveau de la rhéologie du matériau lors de sa mise en œuvre. Alors, ça peut être soit un écoulement granulaire, soit un écoulement pâteux, s'il est mélangé avec une matrice. Les techniques de mise en œuvre classiques, hein, c'est la préfabrication. Le banchage, la projection, soufflage, sont des méthodes in situ. Et puis également de faire des matériaux, savoir si c'est un complexe multicouche ou si c'est quelque chose de monolithique. Donc on sait que le rôle des enduits, etc., est très important sur après tous les phénomènes de transfert qui peuvent se produire dans ce type de matériaux. Donc l'idée un petit peu, c'est d'élaborer des mélanges et des formulations. Alors ça, c'est de manière générale de recenser ce qui se fait et de voir un peu quelles sont les compatibilités physiques, chimiques, entre les granulats qui ont été précédemment décrits par Hélène, hein, savoir quelle est leur composition physique, enfin chimique, leurs caractéristiques physiques en termes de granulométrie, de manière à optimiser, si possible, l'empilement granulaire en fonction du cahier des charges cité précédemment. Ces matériaux, ils peuvent être sans liant ajouté. Ça peut être du vrac, ça peut être des laines végétales
Ça peut être, alors après, tout dépend ce qu'on appelle liant, mais si on met de la terre ou de l'argile, hein, ça peut faire office de liant ou non, ça dépend de la façon dont on voit les choses. Et puis, ça peut être également avec, cette fois-ci, des liants, soit des liants hydrauliques, typiquement de la chaux, hein, donc, pour former des bétons ou des mortiers allégés. Ça peut être également des liants organiques qui sont couramment utilisés dans tout ce qui est l'industrie, je parle de l'industrie automobile, l'industrie nautique, hein, qui utilise des particules végétales dans des liants, dans des matrices organiques. Enfin, on peut également avoir des panneaux de particules, avec des particules qui sont orientées. Alors, j'entends par particules également tout ce qui est... alors, ça peut être soit on peut utiliser la forme granulaire, mais on peut aussi avoir pas mal de fibres et un mélange de granulats et de fibres. Alors après, tout dépend de ce qu'on appelle granulats et fibres selon l'origine de la matière végétale qu'on utilise. Et puis après, naturellement, on se rapproche sur les points 3 et 4 qui sont la caractérisation physique, mécanique thermique, hein, qui sera développée après dans le GT2, et la stabilité en service. J'entends une stabilité ici en service simplement des paramètres et du matériau fini par rapport à des contraintes mécaniques en présence ou non d'humidité, sans aborder les aspects fongiques hein, qui vont être développés dans le GT3 sur la durabilité des granulats biosourcés en tant que tel et du matériau fini également en tant que tel. Donc là, on n'est pas sur l'aspect dégradation, mais plus sur l'aspect maintien des propriétés mécaniques et on va dire hygrothermiques du matériau fini initial. Voilà. Je vais passer la parole maintenant à Thibault Lecomte, peut-être. Oui, merci Vincent. Bon, moi, je vais aller un peu plus rapidement parce que c'est vrai que j'ai déjà pas mal parlé. Sur l'ACV des matériaux biosourcés, moi, j'ai juste essayé de reprendre ce qui avait été fait dans le dossier de montage du GDR et puis de lister un peu les questions brûlantes. Donc, l'idée évidemment, c'est d'interagir avec vous derrière. Donc, il faudra que vous rebondissiez là-dessus. Donc, il y a 3 points principaux. Hein. Donc, il y a l'aspect cadre normatif. Et puis, comme on l'a dit avec Arthur, hein, finalement, les problématiques de comment prendre en compte l'ensemble des impacts des matériaux biosourcés et pouvoir les comparer aux autres types de matériaux. Donc, en s'attachant à regarder ce qui se fait et ce qui est en train d'arriver. Donc, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, et puis tout ce qui est autour de la RE 2020, et puis du label, ou en tout cas de l'expérience E+C-. Ensuite, en termes d'ACV, même sans parler des matériaux biosourcés, il y a déjà pas mal de problématiques autour des ACV. Hein. Donc notamment quelles limites on donne au domaine d'études. Je n'ai pas trop eu le temps d'en parler tout à l'heure, mais quand on parle de la fin de vie des matériaux, ça peut être aussi le début de vie d'un autre matériau. Donc on parlait d'allocation dans les réponses aux questions, mais quelle allocation on donne aussi à la fin de vie d'un matériau par rapport au matériau qui va être issu du recyclage ou du réemploi derrière. Donc, on revient sur le principe d'allocation qui est un gros sujet qui, à mon avis, est le sujet qui crée pas mal de débats et qui fait aussi que beaucoup de gens sont assez sceptiques vis-à-vis des analyses ACV. Et donc, je pense qu'il faut vraiment consolider cet aspect-là. Et puis, ça, c'était le préambule de la présentation, c'est qu'il faut à un moment donné vraiment prendre en compte l'ensemble des indicateurs et puis travailler sur l'influence humaine, quoi. C'est-à-dire, j'ai vu passer une question ou une remarque sur le fait qu'il fallait arrêter de mettre du polyester dans les laines isolantes végétales. Oui, en fait, je pense qu'il y a un enjeu aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire limiter au maximum, garder la même performance, mais limiter au maximum l'intervention humaine sur ces matériaux-là qui sont produits par la nature, qui fait en général déjà pas trop mal les choses.
Et puis bah, ça, c'est ce qu'on a fait dans la présentation, mais évidemment, le gros sujet sur les matériaux biosourcés, et pour moi, leur gros avantage, c'est l'aspect, alors ça peut être l'aspect énergétique, mais c'est surtout pour moi l'aspect gaz à effet de serre et séquestration de carbone, le fait qu'on puisse finalement faire des réservoirs de carbone dans les bâtiments. Donc, pour moi, il faut continuer à creuser cette approche-là, quoi. Voilà. Donc, l'idée de cette présentation, hein, c'est par GT, c'était vraiment d'ouvrir le débat et de répondre à deux questions, c'est-à-dire finalement vers quelle question de recherche principale on va se tourner dans chaque GT et finalement, qu'est-ce qui pourrait justifier 1 ou 2 jours de recherche thématique à un endroit donné en France ensemble. Et puis l'autre question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans une école d'été comme sujet et qui est capable d'enseigner sur ces sujets-là. Voilà. Comme on est les premiers à intervenir, je me permets de poser ces questions-là, mais je pense que c'est autour de ça qu'il faut orienter les débats. Voilà. Ok, merci Thibaut. Alors, il y a quelques questions. Je ne sais pas si vous voulez faire entre vous l'animation. Alors, notamment une question sur le fait, dans les matériaux fibreux, les technologies de défibrage ne sont-elles pas une thématique de ce GT? Tout découle de la première transformation. Oui, c'était un petit peu évoqué dans la slide sur les bioressources, hein, que des fois des transformations sont nécessaires pour obtenir les particules végétales. Donc oui, c'est prévu, en tout cas. Après, le défibrage, il concerne essentiellement les plantes à fibres. C'est clair que beaucoup de personnes travaillent sur cette thématique, mais ce n'est pas exclusif, on va dire. C'est intéressant aussi peut-être d'associer tout ce qui est recyclage de bois en fin de vie ou matériaux en fin de vie par défibrage ou par préparation d'une matrice pour recycler et produire des fibres végétales, bois par exemple ou autres, pour être réutilisées et puis voir ce que je disais dans mon chat également, l'aspect COV pour les applications d'intérieur, puisque les impacts sanitaires et environnementaux sont de plus en plus importants dans la construction. Et donc prendre je dirais, en mesure cet aspect impact sanitaire qui est important, et le choix des matières premières est important à ce moment-là. Alors, Gilles, vous aviez aussi un commentaire, si vous pouvez rebondir dessus. Oui, c'est un petit peu la même chose, hein, c'est de dire que, en effet, voilà, la partie COV est importante, les liants également biosourcés sont importants à élaborer, voilà, et les ressources végétales type bois sont une matière première importante, puisqu'on peut fabriquer des hémicelluloses, des lignines, etc., qui peuvent être des liants dans l'élaboration de matériaux. Je pense que c'est pour ça qu'étaient évoqués les liants organiques, Oui. en plus des liants minéraux classiquement utilisés. Après, je pense qu'il y a tout un travail qui a déjà été fait sur l'aspect caractérisation, mais qui doit se poursuivre, la caractérisation des particules végétales, hein, qu'on met dans nos matériaux, alors que ce soit effectivement soit des morceaux de bois, hein, ou des fibres, sachant que c'est pas toujours évident de faire la distinction entre les deux, et de se mettre d'accord justement sur une définition également. Alors le but, c'est pas de faire du normatif, hein, ici, c'est plus de mettre en commun, on va dire, des méthodes de caractérisation pour progresser. Alors, il y a une question aussi qui va qui reprend un petit peu la première discussion qu'on avait eue après la présentation du GDR sur la transversalité
les activités. Y a-t-il des études sur l'impact social de la mise en œuvre des biosourcés? Les clients, l'implication de la filière, etc. Quelles sont les différences d'un chantier utilisant des matériaux biosourcés et un chantier conventionnel? Vincent, je me permets de prendre la parole. Excusez-moi, c'est moi qui ai posé cette question. Ok. Tout simplement parce que je suis un chercheur, un doctorant en architecture. Et donc, en fait, en vous écoutant, je trouve ça tout à fait intéressant, vos sujets de discussion. Mais mon domaine de recherche, en fait, s'étend aussi à la question de la mise en œuvre concrète du matériau et en fait de l'implication de ces recherches sur les matériaux biosourcés dans la société, en fait. Et donc voilà, je voulais savoir aussi s'il y avait des discussions dans le milieu scientifique qui portaient aussi sur ce que je viens de poser comme question. Merci. Est-ce que vous avez... Enfin, je pense que là, votre réaction, elle montre bien les différentes approches qu'on peut avoir selon sa spécialité. Et justement, c'est ce qu'on cherche à provoquer dans le GDR, des échanges entre communautés qui habituellement travaillent en parallèle et pas forcément ensemble. Donc, je pense que ça peut être des sujets qui peuvent être proposés dans le cadre de l'appel à projet dont parlait Sofiane tout à l'heure pour lancer des collaborations entre des équipes qui jusqu'à maintenant n'étaient pas en lien les unes par rapport aux autres. Après, il y a quelques autres commentaires. Moi, j'aurais voulu aussi qu'on revienne aux priorités a priori identifiées dans GT et puis les possibilités d'organisation de journées thématiques ou d'enseignement, quels paraissent être les sujets les plus importants à mettre en avant dans le cadre de ce GT. Est-ce que quelqu'un a une proposition? Peut-être ça viendra un petit peu avec le temps. Ouais. On passe à l'autre GT.